servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez servetien.ch. On est là ce soir pour parler du match contre Lugano ce week-end. On est ici présent avec Neil Hassan. Salut Neil. Salut. Comment ça va? Très bien et toi? Très bien. Et avec Babar. Hello. Figure de servetien.ch. Le grand, le seul, l'unique. La légende. Je crois qu'il n'y en a pas deux comme moi, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. On vient ce soir pour débriefer le match donc contre Lugano, défaite de Servette, fin de la série. Servette avait l'opportunité de grappiller 3 points et de peut-être continuer donc cette belle suite de matchs et peut-être gratter la première place. Mais malheureusement, ça a été une défaite contre Lugano, une victoire de IB qui fait qu'on prend un petit peu de retard. Et on va donc débriefer ce match. On va commencer tout d'abord par la composition. Alors les gars, la composition de Servette. Écoutez, on a tous vu, ce match était donc... Geiger le prépare après une trêve internationale. On a donc Rodelin en pointe, Pluquet, Stevanovic, Valls en 6 avec Antunes et Konya. Suivi du classique Séverin, Vouillot, Clichy et Bauer qui a toujours sa place malgré le retour de Diallo. Et bien sûr, Frick au but. Les gars, vos avis, Hassan? Moi, sur le 11, sur les joueurs présents sur le terrain, il n'y avait pas vraiment de surprise. Après, ce qui me surprenait vraiment, c'était le positionnement de Konya. Je ne comprenais pas pourquoi il était aussi bas. Et alors qu'on avait peut-être un Cespedes aussi qui était numéro 5 qui était sur le banc. Je ne comprends pas le choix de Geiger de le faire entrer à la 82e minute Cespedes pour placer Konya un peu plus haut. Voilà quoi, je m'interroge, je comprends pas. Pour moi, c'est vraiment l'énigme du match. Pourquoi avoir placé Konya aussi bas dès l'entame du match? Mais pour la composition, je pense que Valls c'était lui le numéro 6, Konya était devant lui. Sur la composition elle-même, il y avait quelque chose qui te dérangeait. Normalement, justement, vu comme ça, Konya est censé être le numéro 8. Donc je pense que Geiger partait avec l'idée que Konya jouerait son poste habituel. Toi, tu me parles de fait de match. Moi, je te parle de composition. C'est surtout parce que Doulain était suspendu. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Mais moi, j'ai l'impression que dès le départ du match, Konya était assez bas. J'ai pas l'impression que c'était pendant le match qu'il s'est replacé derrière. J'ai l'impression que c'était une consigne qui était appliquée dès l'entame du match. Complètement, ouais. Et toi, du coup, la composition? Alors, moi, j'étais un petit peu surpris au départ. Déjà, alors après, je comprends Geiger. Bon, déjà, c'est lui l'entraîneur, celui qui les voit la semaine. On va pas commencer à se dire qu'il aurait dû faire ça et ça parce qu'on n'est pas avec eux. Après, je comprends le principe. On ne change pas une équipe qui gagne, comme dit l'adage. Et puis, du coup, il veut rendre la confiance aux joueurs qui ont fait qu'on avait ce classement actuel. Donc, ça, quelque part, je peux un petit peu le comprendre. Après, moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que Kuteza était de nouveau sur le banc. Alors, c'est vraiment un joueur qui amène de la percussion, qui amène de la vitesse, qui amène du danger. Donc voilà, après Crivelli aussi, c'est quelqu'un qui a le sens du but, qui est un peu un serial buteur dont on recherchait le profil depuis pas mal de temps. Donc là, on l'a. Alors c'est toujours plus simple de le dire après coup, on est toujours plus intelligent après, mais c'est vrai que moi j'aurais plus eu un Kuteza peut-être à la place d'un Valls, et peut-être un Crivelli à la place d'un Rodelin, et ce qui aurait permis après de Konya être en milieu offensif. Après, voilà, comme on dit souvent, les erreurs, elles sont utiles quand on apprend de nos erreurs. J'ose imaginer et croire que Geiger ne fera plus jouer Konya en milieu défensif parce que c'est un joueur, son ADN, c'est de faire des petits dribbles dans des petits espaces et puis du coup, avec ces dribbles, de pouvoir libérer des espaces pour les attaquants. Okay. Son ADN, pour moi, c'est un milieu offensif. Puis on voyait défensivement, on a l'impression qu'il s'emmerdait. Enfin, c'était pas son poste. C'est pas sa façon de jouer. C'est pas sa façon de jouer. Oui, à l'OL, je crois qu'il a déjà, chez les jeunes, il a déjà joué à ce poste, mais c'est vrai que le mettre aussi bas, c'est un peu gâcher son potentiel. Pour moi, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui a monté à ce match. Parce que bon, Lugano, on les connaît, hein, leur style de jeu, c'est un petit peu comme Vaduz à l'époque. C'est un peu
Ok, ils ont eu la possession de la balle. Je pense que c'était aussi très clair pour Servette de laisser la possession avec un énorme pressing, on l'a vu dès le début, pour partir en verticalité dès la récupération du ballon. Après, Lugano, on sait comment ils sont. Dès qu'ils marquent, ils vont perdre du temps, casser le rythme. C'est pas une équipe tellement joueuse dès qu'ils ont l'avantage du score. Ouais. Et puis malheureusement, ils ont ouvert le score et puis ils sont rentrés dans ce jeu-là. Et puis on aurait peut-être eu besoin peut-être un Gonia devant ou un Kuteza avec de la percussion qui amène le danger dans les défenses luganaises. Alors, mon avis sur la composition, il est un peu pareil que la vôtre, les gars. Hein. Je trouve que Kuteza, dommage. Pourtant, alors certains diront qu'il a manqué peut-être de préparation. Peut-être. Crivelli, lui, par contre, avait bel et bien fait une préparation complète avec son club juste avant de venir. Ouais. Donc, en fait, ne pas les voir dans 11. Valls, c'est pas étonnant parce que Valls, ça a été dit. On avait vu l'article sur la tribune de Genève juste avant, 2 jours avant le match. Il allait le faire jouer titulaire à la place de Doulin. C'était sûr. Après que Konya soit aussi bas, je pense qu'il venait surtout aider Valls parce que aussi Valls est sorti à la mi-temps. Kuteza est rentré. Donc c'était pour ça que je pense que vous parlez plus de la deuxième mi-temps quand Konya était très bas. Mais je pense que c'est plus par rapport à ça. Mais de base, Valls était là pour remplacer Doulin. Et Antunes, qui était là dans son poste actuellement, qui est clairement 10. Sur une composition, on voit un 4-3-3, mais il joue clairement plus comme un 10. Moi, ce qui m'a vraiment déçu dans cette composition, c'est le fait que Crivelli n'était pas présent. Ouais. Après, voilà, peut-être manque de préparation, gêne. Rien n'empêche peut-être, si tu me dis qu'il y a un manque de préparation, de dire « Ok, je commence le match avec eux ». Et puis on regarde comment ils se sentent à la mi-temps. Ouais. Si à la mi-temps, tu as déjà 1 ou 2 buts d'avance, tu peux déjà aussi peut-être un petit peu mieux gérer ton match. Bien sûr. Après, je peux comprendre quand tu sais pas comment ça s'est passé pour certains joueurs, s'il y a déjà des gènes, etc., que tu ne veux pas le faire sortir au bout de 25 minutes. Ouais. Tu vois, que tu commences pas avec un 11 et que tu fasses sortir les gens au bout de 25 minutes. Mais voilà pour la composition de départ. Donc je pense qu'on est tous un petit peu... Est-ce que vous étiez surpris déjà ou ça vous a pas du tout surpris cette compo? Non, parce que comment dire, je change pas une équipe qui gagne. C'était l'équipe type qui a joué depuis le début. Mais vous auriez voulu des changements quand même? Moi j'aurais bien vu Kuteza dès le début et éventuellement Crivelli. Enfin, moi je partage l'avis. Du coup moi j'étais pas vraiment surpris parce que Gaguerre change très très rarement ses idées. Il est très buté dans son 11 type, dans son schéma tactique. Du coup, ça m'a pas surpris. Par contre, qu'est-ce qui m'aurait surpris, pas surpris, quoi. Ce qui m'aurait surpris, c'est la présence de Crivelli de goûter ça dès l'entrée du match. Ça m'aurait rendu heureux, mais surpris. Ouais, voilà, exactement. Bien sûr. Bon, alors on va parler de ce match qui commande Moi, j'ai trouvé que ce match a commencé de façon timide. Enfin, il y avait pas. Hormis l'action dès le départ. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait un pressing hallucinant. Après 15 secondes, Flukier fait un mauvais choix, mais ça fait une action monstre dangereuse. Ouais. Après, je crois 10 minutes, on a Stevanovic qui est seul, qui aurait dû shooter au but, qui peut faire une action. Ouais. Enfin, moi j'ai trouvé qu'ils avaient fait une bonne entame de match. Les 10 premières minutes pour toi sont 15, très bonnes. 20 minutes. Genre Lugano... 20 minutes, tu trouves? Lugano, la première intervention de Frick, à la 28e minute. Ouais. On n'a pas vu Lugano jusqu'à la... Et bon, c'était une action même pas vraiment dangereuse, en centre. Genre Lugano, on les a pas vus. Ils ont quasi pas été jusqu'au 16 mètres servétien jusqu'à la 28e, quasi 30e minute. Et je trouvais qu'il y avait un énorme pressing, c'était bien en place, bien en bloc. Et Lugano, des fois, ils avaient des touches. Et on a l'impression qu'ils ne savaient pas où donner la touche tellement c'était occupé. Et on récupérait toujours le deuxième ballon. Donc moi, je trouvais qu'ils étaient vraiment disciplinés. Je trouve qu'on a eu des ballons intéressants dès le début du match, mais je n'ai pas trouvé qu'on a été si dominant que ça. Pas dominant, mais je trouvais que le plan de jeu, je pense que c'est un plan de jeu de Gaguerre, de dire, OK, on leur laisse la possession. On fait un énorme pressing sur le porteur du ballon. On est bien en place pour que le porteur du ballon ait aussi pas tellement de possibilités à faire des passes. Et dès qu'on récupère le ballon, en verticalité, on fait un contre. Et le début du match, moi, je me suis dit, waouh, ça va être magnifique. Sur le contre, ça avait donné sur le débordement de Bauer à la 30e minute, qui fait magnifique centre à Stevanovic. Mais bon, là aussi, Stevanovic qui... Mais c'est là où Bauer doit tirer. Non, d'abord c'était le centre de Bauer. Ça venait du centre de Bauer et après il a eu Bauer qui aurait pu tirer. Ça c'est à la 30e minute. C'est à la 30e minute. Et justement, je trouve que Servette s'était procuré
les meilleures chances de but. Là, c'est Rodelin aussi à la mi-temps qui avait fait un joli tir, qui avait le mérite de rentrer. Ouais, mais là aussi, c'est déjà à la 30e minute. On a un tir à la 2e minute d'Antunes, comme tu dis, et après, on n'a plus de tir jusqu'à la 29e minute, les gars. Après, C'est quand même 30 minutes où il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de. Il n'y a eu pas eu de tir. Je regarde, oui, Lugano, oui, du coup. Parce qu'il n'y a pas eu de tir, parce que c'était deux équipes qui jouaient en bloc bas défensif, qui étaient regroupées derrière. En fait, avant la 30e minute, à 29e exactement, il n'y a pas eu de tir d'aucun côté. Oui, parce que justement, c'était très, désolé du terme, mais chiant à regarder quand même. Hein, c'était Antunes à la 2e, du coup. À part le tir d'Antunes à la 2e minute, on a eu 30 minutes sans tir après ça. Non, après, voilà, c'est sûr que. Fallait s'attendre. Hein. Deux équipes qui jouaient comme ça. Lugano, c'est connu. Ouais, mais comme disait un des commentateurs, je crois que vous auriez pu jouer toute la nuit, vous n'auriez jamais marqué. C'est vrai, il le dit à la fin du match. Il y a des types de matchs comme ça où tu joues bien quand même, où ça tourne, où tu te procures des occasions, mais les derniers gestes, le dernier truc fait que c'est même pas vraiment une occasion en fait. On parlait de Valls qui a joué donc au milieu défensif. À la 23e minute, il se prend déjà un carton jaune. Il aurait pu en prendre un encore 5 minutes plus tard, si je dis pas de bêtises, il est à 2 doigts de se reprendre le deuxième jaune, qui pour moi était une faute. Malheureusement, méritait un jaune. Là, mais l'arbitre a été fait preuve de pragmatisme, ce qui est, on le connaissait pas autant pragmatique. Ouais, je trouve aussi qu'il a bien fait l'arbitre, même si peut-être la faute valait un carton, mais là il faut faire preuve de comme tu dis, de pédagogie un peu, aussi pas casser le match. Et je pense qu'il a bien fait. Et Geiger l'a vite compris parce qu'à la mi-temps il a sorti Valls pour Kuteza. Donc une mi-temps, donc j'en ai pas parlé, mais là vient le but à la 35e minute de Lugano, un but où la défense servétienne est un peu observatrice. Ouais, mais elle fait pas forcément faux non plus, j'ai l'impression. Elle est en place, elle pour moi les deux défenseurs centraux ils sont là. Après sur le but, je comprends pas pourquoi Bauer est aussi haut sur le terrain et Stevanovic qui est un peu plus bas. OK, bon, il prend en marquage le joueur, mais sur l'action, on voit Bauer est dépassé par le joueur de Lugano. On voit par un simple sprint, il est dépassé. On voit un espace immense vers l'axe du terrain. Valls qui se fait éliminer et but sur un tir but. Après, ça reste aussi un exploit personnel de Sabatini. Oui, le tir, certes, le tir, il est pas. Enfin, si on compte en XG, c'est pas exceptionnel, mais en vrai, il est tout seul. Il est pas pressé. Quand on a revu l'action juste avant l'émission avec Neil Hassan, et c'est vrai que là je la revois actuellement, Bauer est super haut, il n'est pas du tout à sa place. Si on peut la remettre un petit peu, tu vas la voir. Bauer il est ici, il est super haut, il n'est pas du tout à sa place. C'est Stevanovic qui couvre ici et encore, et après regarde, il se fait entraîner. Et Valls aussi se fait aussi entraîner. Et là, il y a 4 Servétiens qui se font entraîner par un seul joueur. Et il se retrouve totalement libre de marquage et profite pour faire cette frappe. Et oui, quand tu es joueur professionnel, alors certes, on dit des fois « Ah, tu dois pas louper cette frappe quand tu es professionnel. » Mais là, il est loin, il est tout seul. Il a le temps d'armer sa frappe, poser son pied, être stable. Et il fait un beau tir, placé, but. Et ce qui est incroyable, c'est quand même, je pense, dans la première mi-temps, c'est la première fois que Servette laisse autant d'espace à Lugano et on paye direct les Ouais, c'est le premier tir de Lugano, premier tir cadré tout court aussi, et but. Mais c'est ça quand malheureusement on laisse de l'espace, on n'est pas agressif. Alors on nous dira ouais, mais il n'y avait pas d'Ouline, les joueurs ils n'étaient pas forcément à leur place. Et moi j'ai envie de dire et alors, enfin. On est censé avoir des doublures au poste, on aurait pu avoir Cespedes plutôt que Valls, peu importe, c'est les choix de Geiger. Ou même à part ça, un Rouillé qui joue plus, qui est bon à la relance, qui aurait peut-être pu prendre la place du milieu défensif. Franchement, si Cognac, j'avais mis Rouillé milieu défensif, ça m'aurait vraiment surpris. Pourquoi pas Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée, mais en tout cas, je sais pas. J'aurais préféré avoir Cognac devant et un Rouillé à la place de Cognac. Ça aurait joué à 3 derrière. Rouillé, il serait trop descendu. Ou tout simplement un Cespedes. Un Cespedes, qui moi, je comprends pas pourquoi il était sur le banc. Sous-utilisé, pas du tout. Après, il a été blessé un petit moment, etc. Mais voilà, c'est dommage. Cespedes, on ne le voit pas beaucoup cette saison. Et là, il y a un match où il peut jouer. Bon, on peut dire la même chose pour Valls, qui a joué quelques minutes cette saison, qui n'a pas été titulaire, qui était titulaire qu'une seule fois. C'était la deuxième fois qu'il est titulaire. Donc, on peut dire la même chose pour Valls, mais voilà, c'est un effectif, faut faire des choix et Geiger a fait les siens.
Donc vient la mi-temps, comme on a dit. Valls rentre à la place sort pour Kuteza. Kuteza qui vient amener un petit peu plus de dynamisme dans ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de deuxième mi-temps, les gars? C'était bon, quoi. Écoutez, on va être direct la différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. On a un joueur offensif qui, avec ses dribbles, sa vitesse, qui changeait complètement la physionomie du match. Et voilà justement pourquoi ne pas avoir mis goûter ça dès le début du match, justement. Parce que normalement, un entraîneur dans le 11, il met dès le départ les meilleurs joueurs sur le terrain. On n'attend pas d'être en difficulté. J'ai l'impression que Geiger, c'est un peu ça en ce moment, c'est d'attendre d'être en difficulté pour faire rentrer. Vraiment, c'est par exemple à goûter ça ou à Krivili qui sont très intéressants. Je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. La bonne nouvelle, c'est que si c'est une bonne nouvelle, vu qu'on a perdu ce match avec l'équipe un peu type, c'est que maintenant, ça laisse aussi plus de liberté pour justifier des changements de base dans l'équipe, dans les titulaires. Et on pourrait imaginer que Kuteza pourrait peut-être commencer le prochain match contre Lucerne. C'est vrai. Donc, durant cette deuxième période, on a aussi vu un coup franc de Pluquet qui, Antunes a essayé de reprendre comme il pouvait, mais malheureusement, il a pas pu marquer. Et on a surtout eu un fait, c'est l'entrée de Krivili à la 56e et la sortie de Krivili aussi à la 60e, à 67e. Est-ce qu'on a perdu notre attaquant? Perdu. Je dis pour la longue durée, apparemment, il semble, selon les médias, que c'est juste une simple douleur musculaire. Du coup, on ne peut pas prendre de risques. Il est sorti, mais il ne me semble pas, selon les médias, que ce serait grave. Il est sorti debout. On voyait qu'il avait un strap déjà sur la cuisse. Donc je pense qu'il avait déjà une gêne. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'était pas titulaire. Après, je pense la préparation, j'imagine qu'il l'a fait comme il faut parce qu'il savait que de toute façon il allait rentrer. Je veux dire, Geiger lui a dit. Après, après ça a l'air d'être musculaire dans le sens où il marche, il est debout, mais il a senti une gêne. Je pense précautionneusement, c'est mieux de sortir que de l'aggraver parce qu'on l'aggrave tout de suite. Ouais. Après, voilà, le côté positif, c'est qu'on aura cette fameuse Coupe du Monde tant décriée novembre-décembre. Donc ça va, je pense, lui laisser du temps de trouver la forme pour la reprise. Ouais. Du coup, tu penses pas qu'il revient avant? Je pense pas. C'est minimum 3 semaines, une petite déchirure musculaire. On est parti pour 3-4 semaines, voire donc un mois avec Rodelin, buteur. Avant-centre, on va dire. Avant-centre, ou Fofana avant-centre. Et quand c'est que va pouvoir revenir Bedia? Parce que je crois que c'est une fracture du pied. Non, Bedia il revient pas avant. Il avait 2 mois, donc il y a un mois, il avait 2 mois d'arrêt pour... Il s'est cassé le gros orteil, donc c'était pas avant le retour. Enfin, peut-être un retour avant Coupe du Monde, mais trop léger, donc c'était forcément après. Après, juste, je voulais revenir sur quelque chose. C'est vrai que si on compare ces, je crois, 4 ou 5 dernières années, Servette a toujours une méforme à partir du mois d'octobre. Et l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu, je crois, 6 ou 7 matchs sans victoire. On parlait de crise, on parlait de ce qu'on voulait. D'un coup, on regardait les hauts du classement, puis tout d'un coup, 6-7 matchs après, on parle de possible relégation. Et pour avoir discuté il y a quelques années avec un des préparateurs physiques du Servette, lui expliquait que ces joueurs, ils s'arrangent pour qu'ils soient en pic de leur forme en début de championnat. On voit depuis quelques années qu'ils sont souvent des bons débuts de championnat. Puis malheureusement, le corps humain fait qu'il y a un moment où tu ne peux pas être toujours au top de ta forme. Donc tu as toujours un peu une méforme et ça arrive chez Servette toujours au mois d'octobre. Et c'est bien drôle que tu dises ça, que tu me fais une super passe décisive. Et viens la stat dont on a parlé cet après-midi avec Nina San. Tu sais, c'est quoi le nombre de victoires de Servette depuis qu'ils sont montés en octobre, durant le mois d'octobre? Sur les 3 dernières années. Sur les 3 dernières années, ça doit être, je pense, 2 victoires. Comme ça. Toi, tu sais, c'est 0 victoire. Voilà. 0 victoire sur le mois d'octobre. Octobre 2019, 2 points pris par Servette. Mais ce qui est bien, octobre 2020, 1 point pris. Et octobre 2021, l'année passée, 0 points pris par Servette. Ce qui est bien cette saison, c'est que vu qu'on a fait un très bon début de championnat, on risque pas de se retrouver dernier. Certes. Et puis peut-être avec cette trêve qui est du coup un peu plus longue pendant cet hiver, ça va peut-être leur permettre d'avoir un peu moins de matchs et du coup de retrouver le pic. Parce qu'au moment, c'est pic de forme en début de saison, il y a la méforme octobre et après pic de forme de nouveau pour la reprise du championnat janvier-février. Bien sûr. Donc voilà quoi. Après, ça peut peut-être. D'ailleurs, de cette stade d'octobre, je dois juste donner une petite mention spéciale à Diego qui me l'a filé. Bravo Diego. Il se reconnaîtra. Bravo. Donc, qu'est-ce que t'en penses cette stade? Tu penses aussi que c'est une descente juste après le pic de forme? Alors, je ne sais pas si c'était pareil l'année passée pour les pauses internationales, si c'était au même moment. Mais là, on sortait aussi de la pause des sélections. Et on était sur une bonne dynamique. Ça cassait quelque chose.
Enfin, peut-être c'est une explication, mais bon, toutes les équipes du championnat aussi ont subi cette pause. Est-ce que les autres équipes s'entraînent un peu différemment en disant voilà, l'équipe A, on l'a fait jouer pour être pic de forme début, l'équipe B, on va lui faire un pic de forme un peu plus tard pour pouvoir avoir la profondeur de banc? Ça, moi, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'en tout cas, chez Servette, il y a toujours un mois d'octobre qui est toujours un peu catastrophique. Après, c'est vrai que c'est difficile à expliquer pourquoi ça arrive que à Servette et pas dans les autres équipes. Mais en tout cas, cette défaite nous fait redescendre sur terre. Parce que moi, avant le match, je me dis si on gagne à Lugano, qu'on gagne à Lucerne, pourquoi pas, bah là, c'est le retour à la réalité qui est bien. Et il faut pas aussi l'oublier que sur les précédents matchs, on a eu beaucoup de chance. On a eu très peu d'occasions. On avait la chance du champion. Voilà, on avait très peu d'occasions. Le premier match Saint-Gall, on ne mérite pas de le gagner, on le gagne 1-0. Le deuxième match à Bâle, on mérite un 3-0, on fait 1-1. Zurich, on marque dans les arrêts de jeu. Enfin, c'est vrai qu'on a cette réussite, comme on dit, du champion, mais c'est vrai que si on regarde au nombre d'occasions et autres, on n'aurait pas cette place. Si la logique un peu sportive des choses avait été respectée. On l'avait vu sur Twitter où, je ne sais plus comment il s'appelle, Migou, je crois, sur Twitter, qui avait montré justement que Servette, au niveau des occasions, était dans les... Ils surperformaient. Ils étaient vraiment 8e sur 10, je crois, sur le niveau des occasions, mais du coup, on avait un très très bon réalisme devant les buts, ce qui n'était pas le cas avant, dans les saisons précédentes. Ça a beaucoup changé chez Servette cette année. C'est vrai que on a pris beaucoup de points, comme tu disais, alors qu'on ne méritait pas forcément. On a gagné beaucoup de matchs alors qu'on ne devait pas forcément les gagner. Mais c'était aussi quelque chose qu'on se plaignait beaucoup les saisons précédentes, où on devait gagner certains matchs et on ne gagnait pas. C'était un peu de quoi on se plaignait. Cette année, c'était un petit peu mieux, donc on ne va pas non plus s'en plaindre. Je finis juste un peu de façon chronologique le match, les gars, et on va développer un peu plus après ça. Donc Lugano était aussi pas loin de nous mettre un deuxième but à un moment donné. Une action super arrêt de Frick. Une action géniale de la part de Lugano, qui est Frick qui nous sort un magnifique ballon. La défense, elle s'est fait aspirer. Là, c'était vraiment. Elle s'est fait aspirer comme des juniors et Frick qui n'a pas eu vraiment beaucoup d'arrêts à faire, il était quand même présent, parce que c'est vrai que souvent les gardiens, quand ils sont pas beaucoup sollicités et puis d'un coup il y a un attaquant adverse qui arrive, c'est pas évident. Oui, c'est sûr que Frick nous a déjà sauvé des matchs avec 15 000 parades dans le même match, et Bâle, aussi par exemple à Bâle, ou des matchs où il faut faire un seul arrêt et il le fait. Donc voilà, c'est ce qu'on a besoin. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est un gardien qui commence gentiment quand même à faire son nombre de matchs à Servette, gentiment à être présent depuis un moment, capitaine maintenant. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un peu... C'est le taulier. On en parle on en parle souvent, mais on relève pas assez, je trouve, le fait que c'est un élément super important du vestiaire, super important aussi, et qu'on est souvent en train de dire Stevanovic, regardez les passes, les buts, c'est une légende, etc. Mais Frick gentiment fait son trou, et Konya aussi, qui est là depuis un petit moment. On a quand même une chance incroyable, c'est qu'on a actuellement 3 joueurs, et c'est du coup un peu la colonne vertébrale, un peu qui dévie un petit peu avec Stevanovic, mais c'est un peu la colonne vertébrale de Servette qu'on a besoin de garder à tout prix. Et puis il faut aussi un joueur qui donne le coup de gueule aussi. Et je vois mal Stevanovic donner un coup de gueule dans le vestiaire, ça c'est certain, mais je pense pour ça, Frick, c'est pas pour rien qu'il est capitaine. Il a ce charisme et cette envie qui va dire les gars, remettez. Et c'est un Servettien de base. Et c'est un Genevois, collé Bossy. C'est un pur souche, quoi. Donc, et vient donc encore une dernière action de Kuteza juste à la fin, où elle est sortie par une tête luganaise à 2 doigts d'égaliser. C'était magnifique débordement de Gutesa. Et là, Fofana aurait pu marquer justement ce but, alors qu'on l'avait pas beaucoup vu pendant l'ensemble du match. Enfin, l'ensemble depuis son entrée. Après, assez distrait. Il n'était pas à sa bonne place. En plus, avec la signature de Gutesa, et je pense qu'il se retrouve au banc maintenant, Fofana. Alors que juste avant sa signature, moi je trouvais qu'il performait pas mal dans les matchs de Servette, qui procuraient des pénaltys, des actions. Je sais pas s'il avait marqué. Fofana, son vrai poste, c'est ailier. Normalement, il doit rentrer à la place de Pfluquet. C'est là où il doit rentrer. En fait, il y a un truc où je suis... Geiger a fait ses changements durant ce match, etc. J'ai même vu Pfluquet à un moment au milieu. Mais là où moi, je suis pas 100% d'accord ou en adéquation ce qu'il fait, et ça c'est mon avis personnel, c'est que pour moi Kuteza doit prendre la place d'Antunes quand il rentre, ou l'inverse.
Et à gauche, il doit rentrer Fofana. Ouais. C'est ça. Ouais, clairement. Ouais. Après, Ouais, actuellement, avec Après, Krivili, Après, s'il n'y Rodin, avait pas eu la etc. blessure de Krivili, je parie qu'il Voilà. il serait venu à Ça, la c'est place. différent. Ou, Moi, je te parle. ou peut-être à la place de Stevanovic qu'on n'a vraiment pas vu hier. Quoi. Ouais, moi, je te parle Pas dans un grand quand on match. a l'effectif complet. Ouais. Pour moi, le titulaire en numéro Ouais. 9 devra être Krivili, doublure Oui, tout à fait. Bédia, voilà, Fofana à gauche. Exactement. Et ben, Rodelin, pour moi, son meilleur poste et les droits. Je pense que. Enfin. Je le trouve pas super en pointe. Je trouve pas non plus qu'il Non. fait son taf au milieu. Donc, si pour moi, il a un meilleur poste à Servette actuellement, c'est les droits. Donc voilà, à voir comment ça se goupille les prochains matchs. Mais pour moi, Fofana, s'il rentre, ça doit pas être en pointe, ça doit être sur un côté pour Ouais, bah, c'est animer un peu sûr, le côté ouais. gauche. Après, bon, là, je pense que c'était vraiment pour pallier la blessure de Krivili. Mais effectivement, on a vu, il n'est pas à sa place. C'est un joueur qui a besoin d'avoir le ballon, qui a besoin d'affronter des 1 contre 1, de tout d'un coup faire une accélération au duel. Quand tu es seul en pointe, bah, c'est quelqu'un qui doit courir, mettre la tête. Ça ne correspond pas à son ADN de jeu, quoi, de nouveau. Donc, voilà, moi, j'ai un joueur que j'adore, Fofana, et hier, j'ai pas trouvé bon, mais parce que, à mon avis, c'est pas sa place. Ouais, c'est pas à sa place, mais aussi Gaguerre, dans les précédents matchs, il préférait mettre, par exemple, Goutessa à gauche au lieu de faire rentrer Fofana, et ça, vraiment, je trouve ça dommage. Parce que hier, c'était peut-être un peu particulier, vu que Krivili s'était blessé, mais j'ai l'impression que dans les choix de Gaguerre, c'est Goutessa à gauche, et Fofana, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la dernière option. C'est vraiment. Ce qui est dommage, que moi, je trouve ça vraiment une Alors que pépite, c'est ça. vraiment quelqu'un qui a du potentiel et clairement. qui l'a prouvé dans le passé à Servette. Non, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Kuteza, il devrait plus être axe, pas forcément à gauche. Voilà, les gars, on a débriefé donc juste l'analyse du match. Actuellement, on va passer du coup au top et au flop. On a un peu mixé les tops et les flops. Vous allez découvrir dans 2 minutes. Si je peux encore juste dire un truc, c'est qu'à la fin du match, j'ai bien aimé faut toujours positiver. J'ai bien aimé la remarque de Gaillard qui disait le positif, c'est qu'on a pris qu'un but, on n'a pas pris beaucoup de buts. Et puis c'est vrai que là où je voulais juste un peu revenir là-dessus, si on regarde le classement, au niveau des buts encaissés, c'est la 2e meilleure équipe. Ils ont encaissé que 8 buts en 9 matchs, donc déjà moins d'un par match, ça c'est super encourageant. Devant, il y a juste Ibé avec 5 buts, donc ça c'est super. Si on regarde le classement, là où le bas blesse, c'est qu'au niveau de l'attaque, on est la 8e équipe sur 10. C'est-à-dire qu'il n'y a que Winterthur et Zurich qui font moins bien que nous. On a 11 buts marqués, eux en ont que 7. Et donc je pense qu'effectivement, là où on pourrait faire mieux, c'est au niveau de l'attaque. Mais c'est vrai que quand je regarde la feuille de match, quand je regarde ce qu'on a, en attaque, on a Rodelin, Fluquet, Krivili, Bédia, outre le fait qu'ils soient blessés. Et après, en milieu offensif, on a quand même des Stevanovic, Kuteza, Fofana, Konya. J'ose espérer que, vu que la défense joue bien, qu'avec ces joueurs qu'on a, on est capable de faire des grandes choses en attaque. Je pense que si l'effectif est complet, on doit en être capable. Je suis assez confiant. Après, c'est aussi c'est pas que la défense, c'est tout le système qui a changé aussi. Où Servette est un peu plus attend l'adversaire, calcule un peu plus. C'est peut-être aussi grâce à ça qu'on se retrouve avec que 8 buts encaissés comparé aux saisons précédentes où on jouait plus avec la balle, plus de possession. Et en fait, c'est l'ensemble de l'équipe qui mérite. C'est l'ensemble de l'équipe qui permet tout cela, quoi. Mais je trouve encourageant d'être quand même 2e meilleure défense. Si tu prends pas beaucoup de buts, par définition, tu perds pas beaucoup de matchs. Okay. La preuve, on est 2e au classement alors qu'on est la 8e équipe nombre de buts. Les gars, je dois vous couper. On doit passer donc au top et au flop. C'est un rendez-vous. Le moment. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Alors les gars, donc on va faire donc ce nouveau top et flop. Donc Babar, tu sais pas encore. Non. Comment on fait on prend donc l'app Servette. D'accord. Je sais pas si tu l'as installée. C'est une nouvelle app que Servette a sortie cet été. Alors non, où tu peux évaluer les joueurs. Et on a fait donc un groupe servetien.ch où on a mis toutes les personnes qui nous suivent actuellement, qui nous écoutent, et qui peuvent donc voter pour leurs meilleurs joueurs, etc. Super. Je vais vous donner le top 3 et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok. Donc en 3e position, selon les supporters, les supporters de servetien.ch, c'est Antunes en top 3. Ouais. Top 2, Frick. Et numéro 1, Kuteza. Débat, les gars.
qu'est-ce que vous aurez changé? Qu'est-ce que vous aurez laissé? Frick, rien à lui reprocher. Antunes, moi j'ai trouvé assez bon. Il a pris des responsabilités, il a essayé, il était solide. Après, Kuteza, oui, j'ai pas trouvé mauvais. Après, il a pas joué beaucoup. Tu mettrais qui en premier? Mais il a joué 45 minutes quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi j'aime bien mettre des tops sur des joueurs qui ont vraiment progressé. Et moi, personnellement, un joueur que j'ai trouvé beaucoup plus impliqué, parce que je trouvais qu'il avait un énorme manque d'implication au début, et là, j'ai trouvé très appliqué. J'ai bien aimé Bauer. Beaucoup de débordements, il a quand même fait beaucoup d'allers-retours. Après, voilà. Du tout d'accord avec toi. Mais tu peux, mais moi, j'aime bien un peu, si tu veux donner un petit peu, encourager un peu le joueur. Tu veux l'encourager, mais pour moi c'est dingue que tu le prennes en top, parce que c'est mon flop. En fait, il m'a un peu tellement on est vraiment à l'opposé total. Mais je pense que mon flop va pas tout te plaire non plus, mais j'ai envie de l'encourager et j'ai trouvé beaucoup plus impliqué. Donc tu aurais mis dans ce top 3 Bauer? Pas forcément dans le top, mais j'ai envie de l'encourager. Dans le sens où il a fait beaucoup d'accélération, il a beaucoup donné, il a fait quand même pas mal de débordements, il a fait des bons centres. J'ai trouvé assez dangereux et j'ai trouvé même plus intéressant que Diallo. Mais fautif sur le but. Fautif sur le but. Ouais, après, c'est vrai que j'avais pas vu ça. Comme ça, à mon avis, mais après, moi, par rapport à. Je rejoins ton avis sur le fait que les joueurs qui progressent. Moi, c'est Antunes. Ouais, Antunes, là, j'avais mis dans mes tops. On l'a vu, même si malheureusement, il n'a pas eu de but servétien, c'était un joueur, il s'est un peu plus affirmé que d'habitude. Souvent, on disait qu'il n'avait pas sa place en Super League, c'est peut-être le niveau est un peu trop haut. Là, je le trouvais bon. Il était solide. Bon. Je pense qu'il aurait dû mériter d'avoir un but pour Antunes. C'est un des seuls qui a tenté, justement, au moins des frappes et quelque chose, quoi. Qui a pris ses responsabilités. Enfin, pour les joueurs qui étaient là dès le début du match, pour moi, c'était celui qui était le plus présent. Antunes et Frick pour moi. Et pour moi, à l'inverse de toi, du coup, Kuteza m'a beaucoup plu. Son entrée a apporté un peu de il m'a pas déplu, la société. Il a ramené quelque chose. Donc pour moi, vraiment, je trouve qu'il manquait du Kuteza en fait. Il manquait du Kuteza. Il manquait cette folie. Il manquait en fait. Normalement, c'est Stevanovic qui l'apporte ou Fofana justement lors de ses rentrées. Je trouve que justement son entrée a fait du bien. Donc si je devais mettre un top. Parce que c'est compliqué de mettre un top quand même lors des défaites. Je pense que je mettrais Kuteza. Mais là, je vais quelque chose qui vient me passer à l'esprit en parlant de Bauer, sur non seulement les responsables du but de Lugano, mais aussi sur une action où il aurait pu tirer. Oui. Ouais, alors ça, je ne comprends pas pourquoi il fait la passe. Peut-être là, il voulait faire trop bien, il n'avait pas cette confiance, je sais pas. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est parce que vraiment, il se retrouve dans une position très très favorable à tirer et qui c'était un face à face contre le gardien et il la passe. Moi, je suis d'accord avec le trio de Servetien.ch. Mais j'avais envie d'encourager Bauer parce que mais tu peux le mettre dans ton flop et l'encourager. Ouais, mais je l'ai justement, senti... tu dis des points à améliorer, etc. En fait, j'ai senti beaucoup plus impliqué que les autres matchs où on a l'impression qu'ils s'en foutaient. Ok. Et du coup, ton flop? Alors, je vais de nouveau me faire plein d'ennemis, mais pour moi, c'est clair. Mon flop, il se trouve qu'ils habitaient tellement mieux. C'est le baromètre de l'équipe, j'ai l'impression, Stevanovic. Ouais. Déjà, après, il a 2 actions de but claires. La première, il est face au gardien, un peu comme Bauer, là, pratiquement au même endroit. Ouais. Il contrôle, il a qu'à shooter. Il refait la passe. En fait, il fait même pas la passe. Il peut refaire la passe à Pluquet, mais il essaie de faire un contrôle. Il se fait avoir. Ça peut arriver. Après, il reçoit une balle en plein milieu où là aussi, il doit essayer de shooter. Il refait une passe ou je sais plus ce qu'il fait. Et puis, je l'ai pas trouvé dans les bons coups. Je l'ai pas vu faire de débordement. Je l'ai pas trouvé dans son match. Tu sais quoi, je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était pas un bon match de Stevanovic. Je pense qu'il est capable de tellement de choses et puis il nous a tellement vendu du rêve qu'on a l'habitude de voir beaucoup plus. De là à placer flop, peut-être pas, en tout cas de mon avis. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'était un match un des moins bons matchs de Stevanovic qu'on connaît en tout cas. Après, peut-être ça s'explique aussi peut-être par le fait que les joueurs de Lugano étaient très agressifs sur le marquage sur Stevanovic. Il ne faut pas oublier que Stevanovic était le meilleur passeur de la Ligue la saison passée. Ouais. Mais c'est vrai que, je rejoins votre avis, on l'a très peu vu. J'ai plus vu Antunes apporter du danger et être plus serein sur le terrain que Stevanovic. C'est vrai que Stevanovic, le moment où il reçoit la passe de Bauer, c'était une sorte de passe qu'il a fait au gardien. C'est pas dans ses habitudes. C'est vrai que
peut-être ajouter le fait que la défense de Lugano a peut-être eu la consigne spécialement de surveiller Stevanovic. Voilà, ça n'a pas aidé les choses. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un match catastrophique. Mais de ce qu'on connaît de Stevanovic, c'est vrai que c'est assez décevant. Excuse-moi, je te coupe. Toujours plus malin après, parce qu'évidemment, on a vu le match. Mais moi, j'aurais peut-être essayé de oser le sortir, peut-être à la mi-temps ou à la 60e. C'est rare de faire en sortir Fofana, même si c'est pas son beaucoup. Après, faut pas oublier un truc, c'est que on me l'a déjà dit plusieurs fois, numéro 1 de conditions physiques aux entraînements, Stevanovic. Ah oui, non, mais donc je pense en fait tu dis toujours qu'à tout moment en fait il peut sortir quelque chose. Et vu qu'il est bon, que ce soit niveau qualité technique, etc. Et en plus niveau endurance, donc tu te dis que peut-être à la 85e il va te sortir quelque chose et il va bouffer toute une bonne défense. Donc tu vois, je comprends la difficulté de le sortir. Ouais, parce que il est tellement bon dans tout ce qu'il fait que on se dit, on sait jamais, peut-être qu'il va ramener quelque chose. Mais je comprends aussi ton énormément déçu ton point de vue. Ses choix, et j'ai trouvé que ses choix étaient pas bons. Genre, c'était un match où il était pas. Alors voilà, on peut pas être à 100% tout le temps. Hein. Comme nous au travail, il y a des jours où on travaille moins bien que d'autres. On peut pas, je lui jette pas la pierre. Il est humain, mais voilà, il a pas fait une bonne prestation. Et du coup, ton flop, Neil. Mon flop du match, c'est pas un joueur qui était sur le terrain, je dirais que c'est Geiger. Ok, pour moi, c'est Geiger. Pour moi, le choix de ne pas avoir mis Cespedes en numéro 5 dès le début du match, d'avoir mis Rodlan dans ce schéma-là alors qu'il y avait un Crivelli. Pour moi, je trouve que c'est assez bizarre ces choix tactiques aujourd'hui. Mais surtout, ce qui m'a le plus dérangé, c'était le fait que Konya devait se placer si bas dans le jeu et de bloquer un potentiel qui est incroyable, parce qu'on sait comment c'est. Servette est très dépendant de Konya. Si Konya n'est pas là, on l'a vu l'année passée au mois d'octobre où Servette a enchaîné défaite sur défaite. C'est juste, il n'était pas là. Voilà. Pour moi, je trouve ça. Là, aujourd'hui, on perd. Pourquoi ? Parce que Konya n'était pas aussi dans son poste. Et aussi, Konya a un style de jeu où il aime bien faire des dribbles dans les petits espaces. Alors, si tu perds la balle, alors ça passe, ok, mais si tu perds une fois la balle quand tu es à 20 mètres des buts adverses, pas de souci, mais si tu le perds en tant que milieu défensif, là, ça devient vraiment un réel danger. Donc, c'est un joueur qui a un type de jeu, je trouve, qui n'est pas fait pour jouer à cette place-là. Qui n'est pas adapté parce qu'il prend trop de risques avec le ballon, et c'est déjà arrivé. Tu peux pas prendre ces risques. C'est déjà arrivé quelques fois pendant le match où il perdait la balle, et justement parce qu'il était bas sur le terrain. Écoutez les gars, je pense que vous avez raison, parce que là je regarde les stats de Y-Scout. Je suis en train de voir là où il a été le plus présent sur le terrain. Konya, c'est au poste donc de milieu défensif. Un match très difficile pour lui. Je regarde même un peu. D'habitude, il a toujours des occasions de but. Là, il en a 0. Match difficile. Centre aussi 0. Alors qu'il revenait en confiance, il avait quand même marqué des buts. Et en revenant sur le flop de Geiger, moi je comprends pas. Ok, s'il a pris la décision de le mettre aussi bas, pourquoi à la 82e minute, attendre la 82e minute pour faire entrer Cespedes pour replacer Konya en haut ? Les gars. Après, voilà. Je vous dis juste, vous savez mon flop, donc c'est Bauer pour ma part, mais bon, je suis content que Diallo est gentiment en train de revenir. On a déjà parlé des raisons, laisser aller un peu défensivement, offensivement, je le trouve pas toujours très précis non plus. J'espère pour lui qu'il va s'améliorer. J'avais beaucoup d'espoir en lui. Je me rappelle quand il est arrivé, j'ai été le premier à m'enthousiasmer. Actuellement, je suis un peu déçu quand même. Mais voilà, désolé les gars, on doit faire juste un petit peu vite. On a encore 5 minutes pour parler du sujet du moment. Je parle beaucoup. Non, c'est heureusement que tu parles beaucoup. Je trouve ça. C'est pas la mal. vérité, c'est que Gab a un rendez-vous. C'est pour ça que... les gars, il y a un timer maintenant. Cette émission est professionnelle. Il a rendez-vous de son équipe de foot. Elle est blonde à forte poitrine. Du coup, le sujet du moment, les gars, ce soir, on va vous parler d'un sujet qui est sorti juste avant la trêve internationale. On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est donc le retour du rugby sur le stade de Genève et la démission de Jean-Marc Guinchard, du président donc, de la fondation du stade de Genève. Je pense que c'était un sujet qu'on devait couvrir, devait en parler. On a 4 minutes pour en parler, les gars. Neil, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, je tiens à remercier Jean-Marc Guinchard pour tout le travail qu'il a fait à la fondation, parce qu'il faut pas oublier comment était l'état de la praille, par exemple en 2015-2016.
le changement des sièges, la pelouse. Enfin, je trouve qu'il a fait les filets. L'équipe de Suisse qui est venue assez souvent, enfin Suisse-Portugal, Suisse-Espagne cette année, enfin franchement un très bon travail. Suisse-Irlande aussi. Suisse-Irlande. Et là, je trouve incroyable qu'une personne comme ça doit démissionner parce que justement, Didier Fischer a décidé de mettre le rugby à la Praille alors qu'il avait un accord qui stipulait que le rugby ne pouvait plus jouer à la Praille parce que les experts avaient dit qu'on ne pouvait pas mêler rugby et football dans le même terrain. Je crois que ça se fait nulle part. À Montpellier. À Montpellier ? Eh oui, terrain dégueulasse. Ah bon, voilà. Toulouse peut-être aussi. Toulouse, non, je crois qu'ils ont un autre stade, je crois, à Toulouse, rugby, je crois, il me semble, mais je suis pas sûr. Je sais qu'à une époque, Montpellier, c'était le cas. Mais... Toulouse, tu me fous un doute, ouais. Mais déjà, la saison... Ah non, j'ai peut-être des conneries. Mais déjà, la saison passée, alors que le rugby jouait pas à la Praille, on avait une pelouse qui n'était pas très top début de la saison. Et là, on va rajouter le rugby. Bah, je comprends tout à fait que Jean-Marc Guichard veuille surtout que selon ce qu'il nous a dit sur les Monts Bleus, il avait un accord. Un accord qui a malheureusement pas été respecté. La confiance est rompue. Qu'est-ce que t'en penses, Babar? Alors, après, il faut évaluer le pour et le contre. Enfin, on a une enceinte sportive qui doit être rentable. Après, c'est vrai que si tu as un match toutes les 2 semaines, la rentabilité, elle est quand même affaiblie. Après, donc, du coup, comment faire vivre une enceinte en faisant des concerts? À chaque fois que tu fais un concert, ça ruine la pelouse. Peut-être du coup en faisant venir du rugby. Après, il faut voir si tu fais venir une équipe du rugby pour avoir 20 000 personnes. Tu te dis, voilà, c'est quand même 20 000 personnes qui ont payé, qui ont pris de la restauration. Mais là, il n'y a personne. Après, si c'est pour qu'il y ait 500 personnes qui viennent, je suis pas sûr. C'est même pas 500 personnes. Alors pourquoi à ce moment-là les faire? Et je pense qu'on a des stades peut-être d'autres terrains de football qui peuvent être convertis en rugby avec des gradins où ils peuvent. C'est ça, il y a autre chose. Je veux dire, c'est que les filles. Même les filles ont de la peine. En plus, même les filles ont de la peine à jouer au stade de Genève. Par contre, le rugby, on est en train de l'amener. C'est là où je dis que voilà, je pense. Alors, je sais pas les affluences, mais d'après ce qu'on dit, j'ai l'impression qu'il y a autant de personnes qui vont voir les filles que les gens qui vont voir du rugby. On sait qu'apparemment, le rugby, avec les mêlés, ça endommagerait le terrain. Alors, à ce moment-là, pourquoi on ne fait pas venir les filles? Parler de rentabilité, où ça reste aussi du foot, du club, plutôt que de faire jouer du rugby ou pour les faire jouer ailleurs. Alors que la saison passée, je crois que les filles avaient attiré 10 000 personnes pour les matchs de Champions League. Pour les matchs de Champions League, alors que le rugby, j'ai rien contre le Service de Rugby Club. J'espère qu'un jour, qu'ils iront en top 14, pourquoi pas, mais ce serait incroyable. Mais là, ils sont, je crois, en 6e ou 5e division, 5e division française. Je comprends pas pourquoi on le fait jouer à la stade de la Praille. Certes, ils ont fait promotion sur promotion. Oui, non, ça, je dis pas le contraire, mais je pense pas qu'actuellement ce soit indispensable qu'ils jouent dans un stade comme celui de la Praille. Surtout que il doit pas avoir tant de spectateurs que ça. Pourquoi avoir besoin d'autant d'infrastructures? Et de plus, dans tout ça, ça abîme le terrain pour le football. Alors qu'on est censé jouer, on est censé, Servette, nous, avoir un beau jeu et ça doit se pratiquer avec un bon terrain. Puis de nouveau, si ok, il y a 10 000 personnes qui viennent au match, puis tu sais pas où les caser, tu te dis, pas vraiment le choix. Mais si c'est si tu peux remplir le stade du bout du monde, ou faites ça au bout du monde, ou j'en sais rien, où il y a d'autres endroits. En tout cas, c'est en matière de rentabilité. Je pense pas que c'est le rugby qui va apporter de l'argent. Puis on parle de concert, je crois qu'il me semble qu'il y a le concert de Mylène Farmer en juin, je crois, il me semble. Puis aussi Didier Fischer qui au début, avant l'arrivée de Pascal Besnard, qui voulait mettre le synthétique, puis maintenant qui remet le rugby. Grâce à Besnard qu'on a. Grâce à Besnard, du coup ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur que le synthétique revienne. Que le synthétique revienne ou que le rugby joue encore plus régulièrement. Est-ce que le rugby ça se joue sur du synthétique? Je crois pas. Oui, à Paris La Défense. Paris La Défense, ils jouent sur un terrain synthétique, c'est en salle. Parce que justement. Ouais, c'est une salle de spectacle intérieure, si tu veux. Et le rugby se joue dedans? Ouais, le rugby, il ne faut pas que ça soit super haut. Oui, mais c'est une salle énorme, à 2 étages. C'est la plus grande salle, je crois, En parlant de synthétique, quand le projet était acté que Servette jouerait sur des synthétiques, c'était décidé que le rugby ne jouerait plus sur le synthétique. Pour moi, c'est un non-sens total. Et puis si on a le synthétique, ça veut dire fin des matchs de l'équipe suisse et fin des matchs internationaux. Et fin du rugby quand même. Wow. Ça fait beaucoup de fins, les gars. Ça fait des fins positives et négatives. Et je suis désolé, les gars, mais c'est sur ce qu'on va finir donc ce soir. Merci à vous deux pour votre présence.
Merci Babar. Avec plaisir. Merci à vous de Nilassan. l'invitation. Merci à vous. On était très très content de vous recevoir ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. On est de retour très très bientôt. Ce dimanche, n'oubliez pas le match contre Lucerne à la maison à 14h15. Ne venez pas en retard parce qu'ils vous laissent pas rentrer après. Voilà, pas après la mi-temps. Hein. Et le match d'après sera contre le FC Bâle. Prenez aussi déjà vos billets à l'avance parce que ce sera un gros match. Bonsoir à tous et à toutes et à très bientôt.